Et en fait, une des grandes choses que j'ai apprises, peut-être plus en tant que maman, c'est de questionner plutôt qu'interpréter. Votre enfant arrive le matin, il est fatigué, plutôt que de dire « Bon, ok, t'as pas dormi, t'étais sur tes écrans ». Non, l'adolescent va pas du tout apprécier qu'on mette une étiquette ou qu'on interprète pour lui. Demander qu'est-ce qui se passe, c'est une question vraiment fondamentale et en or. Vraiment, s'il y a une chose à retenir pour justement lui permettre à la fois de le responsabiliser et puis à la fois de le considérer dans tout ce qu'il est. On est parfois au milieu de ce qui se passe pour eux. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Hélène Bales, ancienne professeure d'anglais, femme, auteure, passionnée de neurosciences et d'intelligence émotionnelle, conférencière mais également mère d'adolescents. Bonjour Hélène et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, merci à toi de m'inviter. Avec plaisir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourra en donner encore beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager, comme à son habitude, son point de vue subjectif. Alors, Hélène, nous allons parler ensemble de la période de l'adolescence sur laquelle tu as écrit un livre intitulé « Cerveau et émotions à l'adolescence, les neurosciences au service des compétences sociales et émotionnelles dans l'enseignement » aux éditions Ellipse. Ça y est, j'ai fini de dire le titre. Alors, je n'ai pas eu la chance de lire... Ouais. C'est ça, oui, c'est vrai qu'il y a le développement derrière. Je n'ai pas eu la chance de lire ce livre, mais j'ai eu la chance d'assister il y a un an environ à une conférence de ta part, dans un projet que tu avais justement d'écrire ce livre, tu étais en train de le faire, et tu nous as fait cadeau d'une intervention, d'une conférence à laquelle j'ai pu assister, et j'ai trouvé ça passionnant, je t'ai trouvé passionnée, éloquente, et voilà, ça m'a donné envie directement de te proposer ce moment qu'on vit finalement un an plus tard, mais c'est trop chouette, donc merci d'être là. Merci encore. C'est vrai que je me rappelle que c'était un bon moment et ça m'a aidé pour me mettre dans une posture de partage de connaissances. Ouais, c'était un moment un petit peu clé pour toi, une sorte de baptême de l'air, c'est ça? Baptême, c'est-à-dire que je suis habituée en tant qu'enseignante à parler devant les groupes, mais c'était un premier pas vers effectivement l'explicitation, la vulgarisation de découvertes scientifiques, parce que mon propos, c'est de faire le lien entre les sciences et le terrain. Je suis une enseignante avant tout, donc je travaille pour le terrain, mais comme tu l'as dit, je suis passionnée de neurosciences. Depuis quelques années et j'ai pas arrêté de me dire pendant mes études tous les profs devraient savoir ça tout. Et puis quand je me suis on va dire spécialisée dans l'intelligence émotionnelle qui m'a amenée à m'interroger sur ce qui se passait à l'adolescence, et bien là je me suis dit tout le monde devrait savoir ça, tous les parents, tous les adolescents devraient savoir ça. Et du coup, c'est vraiment le partage qui est au cœur de tout ça. Et donc, c'est pas juste une somme d'études, de recherches, de publications que je souhaite partager. C'est avec cela comment faire. Voilà, qu'est-ce que ça nous apporte. Et c'est vraiment un changement de regard sur l'adolescence à la lumière des nouvelles découvertes. Et puis aussi ce que ça implique dans les changements de pratiques éducatives. Voilà, ça a commencé avant à l'enfance, la petite enfance et l'enfance, avec des gens comme le docteur Catherine Guéguen, et je m'inscris dans son sillage. Elle m'a beaucoup inspirée. Et donc voilà, il est temps de passer à l'adolescence, qui est une période très très spéciale. Voilà. Ouais,
C'est ça, le cœur de notre échange, ce sera cette période de l'adolescence et j'allais te poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à t'intéresser à cela? Et en fait, c'est comme si tu m'avais déjà un peu répondu. C'est comme si tu avais ressenti le besoin de faire des recherches personnelles de ton côté et qu'ensuite tu as vu l'intérêt que ça avait pour la profession qui était la tienne et les collègues et tout un tas de gens qui sont confrontés à des adolescents sans avoir la connaissance de ce que c'est que l'adolescence finalement. Oui, déjà la première constatation, c'est de se dire on ne connaît pas le fonctionnement du cerveau. En tous les cas, en tant qu'enseignant, c'est quand même notre premier outil de travail. Euh, et en même temps pas que, parce que l'apprentissage est holistique, c'est tout le corps qui participe, c'est aussi les émotions. Du coup, c'est comment prendre en compte les émotions quand on est au lycée. Et du coup aussi, voilà, qu'est-ce qui se passe à cet âge-là en particulier? Donc voilà, c'est tout cet ensemble. Ça se basait déjà sur un questionnement, sur des observations de ma part face aux élèves, et de plus en plus, alors qu'enseigner l'anglais était une passion, ça me semblait de plus en plus secondaire l'enseignement d'une discipline par rapport à la prise en compte de ce qu'est un être en devenir. Et en Hmm. même temps, étant prof d'anglais, j'ai été confrontée au système éducatif américain, britannique, australien indirectement par mes discussions avec mes amis, et puis on va dire le système scandinave. Et, et c'est vrai que en comparaison, je me suis dit en France, il y a vraiment besoin de faire évoluer les choses et les scientifiques nous aident à cela. Ouais. Ouais, ouais, il y a quelque chose de très fort en fait dans ce message-là. Ce qui m'avait donné envie moi de t'inviter sur le moment, c'était non seulement l'éloquence avec laquelle tu nous avais partagé ça, la passion que j'avais sentie dans ta transmission, dans l'envie de partager, et puis aussi parce que sur cette chaîne, on s'intéresse à des gens qui ont des étiquettes collées sur le front et que tu vois, t'es arrivé directement à ce que j'appelle moi la troisième étape, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Généralement, je développe les trois, mais je me suis dit aussi les adolescents, c'est un peu les extraterrestres de l'humanité, puisque d'une certaine manière, quand ils sont en train de faire des actions qui sont plutôt d'ordre je teste ce que c'est d'être adulte, on va les ramener au fait que c'est pas des adultes. Et quand ils agissent comme des enfants, on va leur dire arrête de faire l'enfant. Et donc du coup, il y a une sorte de zone très glissante, comme si on ne pouvait pas, en étant adolescent, être reconnu comme tel, puisqu'on est toujours avec des messages contradictoires de la part des adultes, voilà, qui nous demandent de pas faire ce qu'on est en train de faire d'une certaine façon. Alors c'est sans doute un peu caricatural ce que j'avance là, mais j'imagine que si des adolescents nous écoutent, ils doivent se retrouver dans ce que je suis en train d'énoncer. Oui, c'est-à-dire que effectivement, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'ils sont des extraterrestres, enfin pour nous, mais pour eux-mêmes aussi. Le paradoxe de l'adolescence, c'est ils ont l'apparence de grands, ils jouent aux grands, ils ont besoin qu'on les considère comme des grands. Ils se comportent parfois comme des grands, mais ce ne sont pas encore des grands, des adultes ou même des jeunes adultes. Et c'est ça la grande découverte de ce qui se passe dans le cerveau à cet âge-là, c'est que il y a une immaturité certaines et des bouleversements qui font que leur cerveau n'est pas celui d'un adulte à qui il manque une maturité ou de l'expérience. C'est vraiment autre chose qui se passe. Voilà. Et ça nous amène à devoir changer notre posture pour les accompagner plus efficacement et avec plus de patience et de compréhension. Hmm. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus justement sur cette confusion entre ce que l'on croit, les croyances un petit peu établies qu'on peut avoir quand on s'intéresse pas vraiment et puis on a des préjugés et puis on prend ceux qui sont disponibles. Et toi, ce que tu as découvert qui pouvait amener plus de subtilité dans la prise en considération de là où en sont ces personnes qui sont dans cette période de vie de l'adolescence. Déjà que l'immaturité du cerveau, c'est ce grand spécialiste américain Steinberg qui le dit, l'immaturité du cerveau adolescente est aussi naturelle que un tout petit qui apprend à marcher. On va dire que dans la petite enfance se développent des capacités sensorimoteurs. On va dire que ce sont les capacités qui permettent à tout être de survivre. Hein, apprendre à parler, marcher, manger, s'habiller, se vêtir, et puis lire plus tard, etc. À l'adolescence, on apprend des compétences utiles pour vivre, en fait. Voilà, on développe ces compétences qu'on appelle
cognitive de haut niveau, parce que ce que l'on sait, c'est que ce cerveau immature, il l'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que les neurones, les axones des neurones se myélinisent, c'est-à-dire que la vitesse de l'information va pouvoir être beaucoup plus rapide parce que le neurone isole, on va dire, le passage de l'information. Et ça commence à l'arrière de la tête, dans le cervelet et les zones motrices, sensorimoteurs. Et ensuite, ça se poursuit par les zones limbiques. Donc, au début de l'adolescence, les zones limbiques, c'est-à-dire en charge des émotions, sont matures, fonctionnent à plein. En revanche, la partie qui reste à maturer, c'est le cortex préfrontal. Donc, c'est cette partie du cerveau qui est derrière notre front et qui nous permet de raisonner, de planifier, de s'organiser, de prendre des décisions, de prendre conscience des risques, par exemple, mais aussi de réguler sa pensée et de réguler ses émotions. Ça permet aussi d'avoir accès à une pensée fluide et créative. Et en réalité, on pense qu'à 15 ans, ben voilà, on pensait avant qu'à la fin de l'enfance, le cerveau était déjà mature, il avait fini, on va dire, de grandir, donc sa taille biologique, on va dire, est atteinte au début de l'adolescence. Mais en réalité, ce qui est important, c'est tout ce qui se passe au niveau des connexions, au niveau connexion des circuits entre eux, la vitesse de l'information et puis des aires entre elles. Et tout ça, c'est un apprentissage progressif. Et on dit aujourd'hui qu'un adolescent, enfin qu'un cerveau devient mature aux environs de la moitié de la vingtaine. Certains disent même quand on s'approche de la trentaine. Et maintenant, les scientifiques, de plus en plus, disent, ben, finalement, un cerveau atteint son plein potentiel entre 40 et 50 ans. Ok. Ah ouais, c'est un sacré truc, ça. C'est ça. Donc, c'est un sacré changement de croyance. Et en fait, on pense que les adolescents, parfois, font exprès ou se moquent de nous. Non, mais franchement, t'as pas pu t'organiser cette semaine pour faire ce que t'avais à faire. T'exagères. Et en fait, ce n'est pas qu'ils fassent exprès, c'est pas de la mauvaise volonté. Et c'est tout un ensemble de compétences que l'on pense être acquises, qui ne le sont pas, notamment les fonctions exécutives qu'on pourra développer tout à l'heure, ou sinon j'en parle maintenant. Écoute, justement, il y a tellement de trucs là dans ce que tu me dis qui me donnent des questions que je sais même pas moi-même laquelle te poser. Je me disais, si quand même je vais partir sur celle-ci et puis on reviendra juste après à ce que tu viens de dire. Je pensais notamment à la donnée de la fatigue, c'est-à-dire que c'est vrai que dans la caricature de l'adolescence, on voit un corps un peu mou, un manque de motivation sur l'interaction à la maison, la participation à la vie commune. Collective, peut-être un manque de sens aussi, mais surtout ouais un corps avec de la fatigue. Mais ce que tu viens de nous expliquer, ça explique en partie aussi cette fatigue, c'est que en fait ça travaille à fond à l'intérieur. Exactement, c'est des bouleversements colossaux. Effectivement, même quand ils ont l'impression de rien faire, ils font, en fait, dans leur tête, effectivement, il se passe beaucoup de choses. C'est le cervelet aussi qui a du mal à suivre par rapport à la fatigue physique et puis leur maladresse, leur apathie. Parce qu'en fait, le cervelet s'est adapté à un corps d'enfant. Un adolescent grandit assez vite et le temps qu'il prenne la mesure des choses, son centre de gravité, etc. Eh bien, l'adolescent, est un peu pâteau, maladroit. Et puis, effectivement, il se passe beaucoup de choses. Bon, il y a les hormones sexuelles qui viennent bousculer. On dit que le début de l'adolescence, eh bien, c'est l'arrivée de la puberté. Alors, est-ce que ça déclenche les transformations dans le cerveau? On ne sait pas. Mais le fait est qu'il se passe beaucoup de choses dans leur tête et que c'est une fatigue certaine. Et le problème de notre société, ce sont les écrans qui réduisent le temps de sommeil, alors que l'adolescence est un moment où on a énormément besoin de se reposer. Voilà. Ok, ouais, c'est un sacré élément et c'est vrai que du coup la vie actuelle contrevient finalement au bon développement. Je me demandais tout à l'heure quand tu évoquais la maturité du cerveau qui serait donc aujourd'hui
entre 40 et 50 ans, de ce que tu me disais. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué avec le temps? Est-ce qu'on en sait quelque chose de ça? Est-ce que avant le cerveau était mature plus tôt? Disons que, alors, la maturité du cerveau, c'est-à-dire les changements qui se stabilisent, on va dire, ça c'est au milieu de la vingtaine. Après, il y a effectivement l'utilisation de notre plein potentiel, notamment par l'acquisition de compétences de maîtrise de soi, par exemple, de flexibilité cognitive, d'inhibition, la capacité à s'empêcher de dire la première bêtise venue, par exemple, de prendre un temps de pause, de peser les choses. C'est donc la capacité à réguler ses émotions, toutes ces compétences aussi, voilà, de planification, d'organisation, de hiérarchisation des connaissances. Tout ça, c'est des choses difficiles tant que le cerveau est en maturation. Maintenant, ce sont des compétences qui sont pas assez explicitées à mon sens, qui ne sont pas nommées, qui ne sont pas expliquées. Le fait de ne pas nommer les compétences que le cerveau est prêt à développer à l'adolescence, telles que les compétences relationnelles, émotionnelles et exécutives, ce que j'appelle les compétences universelles, finalement, peut-être qu'on les sous-développe. Parce que finalement, on les développe tout au long de la vie, bon an, mal an, plus ou moins suivant notre profession, suivant nos expériences, suivant nos lectures, suivant nos rencontres. Mais je pense qu'on peut prendre davantage d'avance, en tous les cas, outiller davantage nos adolescents en, en leur expliquant déjà ce qui est difficile pour eux, et ça demande aussi aux adultes d'apprendre à les accompagner sur, comme je disais, des choses comme s'organiser ou hiérarchiser les informations ou prioriser. C'est pour ça que parfois on dit, entre les devoirs à faire, entre le ménage, entre les jeux vidéo, entre voir les copains, entre voilà, ils ont du mal à voir ce qui est le plus important dans le moment. Ou dans quel ordre faire les choses. Hein. Et Mm, voilà. mm. Oui. Dans le travail qui est le tien aussi, ce que je trouve très important, parce que sur cette chaîne on attire aussi l'attention là-dessus, c'est l'importance de se sentir reconnu. Et je pense que c'est une hypothèse en tout cas que je formule là en direct avec ce que tu me donnes comme élément. Je me demande si le manque de reconnaissance, le fait de ne pas être reconnu comme voilà, des êtres dans lesquels il se passe tout ça en fait finalement, c'est-à-dire quand on est regardé avec des yeux qui attendent de l'adolescent qu'il soit déjà adulte ou qu'il se taise, qu'il ne teste pas, qu'il n'échoue pas, qu'il ne cherche pas les limites et tout ça. Si on lui demande en fait d'agir comme un adulte déjà, on ne le reconnaît pas, on ne le voit pas à l'endroit où il se situe, donc du coup il y a tout un tas d'incompréhensions relationnelles qui se mettent en place et qui peuvent constituer, j'imagine, la plupart des difficultés qu'on éprouve en fait avec des adolescents. Si on les reconnaissait dans un premier temps, si les regards qui se posaient sur eux, si l'attention qu'on leur portait était adaptée à ce qui se passe à l'intérieur d'eux, peut-être qu'il y aurait déjà toute une simplification de la relation en fait. Oui, et dans les attentes. Mais déjà, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un adulte? Mm. Sommes nous-mêmes des adultes dans notre façon d'être? Est-ce que notre façon d'être au monde et d'être adulte, comme dit Thomas Dansembourg, dont j'apprécie beaucoup le travail, est-ce qu'elle fait sens et est-ce qu'elle donne envie aux jeunes de Ouais. devenir des adultes? Effectivement, je suis modèle de quoi? Et je sais qu'en travaillant sur toutes ces compétences, j'ai moi-même gagné en expertise sur ces capacités à être en relation avec l'autre. Et dans un deuxième temps, effectivement, ou dans le même temps, c'est important que l'adolescent ne culpabilise pas d'être ce qu'il est. En fait, le cerveau, on va dire tout un être évolue tout au long de la vie, mais ce qui se passe dans le cerveau, tout ce que l'on apprend nous façonne et on ne s'arrête jamais en réalité. Mais à l'adolescence, c'est vrai qu'on leur demande souvent plus qu'ils ne peuvent en réalité, parce que le cerveau, comme on l'a dit, n'a pas fini de maturer, et en même temps, on sous-estime leur potentiel incroyable d'apprentissage, parce que le cerveau à l'adolescence est très malléable.
en fait, une des grandes découvertes que l'on a fait, c'est une science assez récente, hein, qui a, on va dire, une quinzaine d'années, c'est que le cerveau, qui est très malléable pendant la petite enfance, redevient malléable, c'est-à-dire plastique, c'est-à-dire capable de se transformer à l'adolescence, à un âge où précisément il doit à nouveau apprendre de nouvelles compétences, apprendre, acquérir beaucoup de connaissances, apprendre un métier, apprendre, voilà, justement à se préparer à sa vie d'adulte. Et alors là, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête, hein, par rapport à ce que je veux dire. Effectivement, voilà, c'est important pour un adolescent de savoir, pour accepter avec peut-être plus de sérénité ses hauts et ses bas, savoir que aussi c'est une période où les émotions, comme on l'a dit tout à l'heure, fonctionnent à plein, mais que les régions donc préfrontales ne sont pas encore matures et ne leur permettent pas encore de réguler ces émotions. C'est comme si à l'adolescence, ils avaient le pied sur l'accélérateur, mais que le frein n'était pas encore au point. Et un des grands travaux de cette période-là, c'est justement d'apprendre et de connecter, de créer vraiment des connexions de maîtrise de soi. Donc, quand on sait que à l'adolescence, eh bien, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, d'avoir des émotions d'une intensité que l'on oublie après. On peut s'en souvenir par rapport justement à ce dont on se rappelle, nos amitiés, les fêtes que l'on a fait, ce qui se passait à ce moment-là. Ce sont des souvenirs très intenses. La musique que l'on écoutait, par exemple, si chacun se rappelle de ses musiques préférées à l'adolescence, ça amène beaucoup de souvenirs très vivaces sur ce que l'on a vécu en lien avec ces musiques-là, par exemple. Et donc, étant adulte, on ne vit plus les choses de la même façon. On sait aussi que le cerveau à l'adolescence est très très affecté par le stress, beaucoup plus que nous. Donc, ce sont des études qui ont été menées et qui montrent que le stress est beaucoup plus délétère pour eux que pour nous. Donc, il y a un accompagnement et puis leur expliquer ce qu'est le stress, leur faire changer de vision sur le stress. Il y a des bons côtés au stress et comment l'apprivoiser, comment le dompter. C'est tout un travail de connaissance de soi-même qui n'est pas suffisamment fait dans le milieu scolaire. En fait, une de mes batailles va se consacrer, suite à ce livre, à incorporer dans le parcours scolaire justement ces compétences universelles pour aider les adolescents à s'accepter. Parce que les changements qui sont à l'œuvre à cet âge-là, eh bien, les obligent, on va dire, c'est absolument normal de se questionner sur qui je suis. Donc, de s'éloigner de la famille, de l'éducation, de la culture, c'est questionner tout ça pour pouvoir faire son propre chemin. Et c'est tout à fait normal et c'est souhaitable. On fait pas des enfants pour qu'ils restent qui restent, comme on dit, dans notre nid. C'est à eux de créer leur nid. C'est pour ça que à cet âge-là, il y a aussi quelque chose de très important qui se passe, c'est l'importance du cerveau social. Un enfant, il va être complètement absorbé par ce qu'il fait. Quand il joue intensément. Quand il observe intensément. Et à partir de l'adolescence, eh bien, un adolescent se soucie beaucoup de ce que pensent les autres. Et particulièrement les jeunes du même âge. Pourquoi ? Parce que finalement, nous avons hérité des circuits liés à l'évolution. L'adolescence, c'est le moment où on se prépare à quitter le nid. Donc, on a besoin de se dire, je quitte ma tribu, qui je vais trouver comme soutien pour avancer avec moi sur le chemin de la vie. Donc, cette préoccupation obsessionnelle de ce que pensent les autres, et en particulier ses copains, ses copines, est tout à fait normale.
Ouais, ouais, bah, c'est plein d'éléments que tu nous amènes, c'est super dense, merci beaucoup. Déjà, j'ai envie de te dire à quel point, même si ça vaut ce que ça vaut, mais à quel point je trouve cet élan que tu as magnifique et qui me touche beaucoup. Parce que Merci. il y a quelque chose de tellement logique, de tellement à propos et de tellement rare en fait comme prise de parole que je suis vraiment fier, vraiment qu'on ait cette discussion tous les deux. Je vais apporter peu d'éléments scientifiques de mon côté, mais simplement je comptais vraiment être là un peu émerveillé et c'est exactement ce qui est en train de se passer, donc je te remercie, c'est trop bien. Et donc je me disais là dans ce que tu dis, bah, il y a plein de choses qui sont là et notamment je me disais ce c'est ce que tu disais presque au départ, c'est ce qui suis-je et comment je vais gérer le fait de sortir du nid, de m'assumer et puis de devenir adulte. Est-ce que cette destination de devenir adulte, cette finalité, ce but est désirable ou pas? Et dans quelle mesure je m'en sens capable ou pas en tant qu'adolescent, c'est déjà une vaste question. Et c'est vrai que aller à son cours de, je sais pas moi, de maths ou d'histoire géo en comparaison à ces questionnements intenses qui travaillent tout notre corps et toute la Oui. structuration de notre cerveau en même temps, ça peut paraître secondaire en fait d'une certaine façon, même si je conteste pas l'importance que ça peut avoir, hein. Mais c'est juste le fait de dire, on comprend que dans le monde des adultes, la priorité va être donnée à ce qu'on attend qu'il soit su dans le programme au niveau scolaire, et de l'autre côté, la priorité à l'intérieur d'un adolescent, mais c'est pas du tout ça, moi je pense, d'une certaine mesure. Il est vrai que, en réalité, on se soucie beaucoup en tant qu'enseignant de l'objectif à atteindre, de la consigne à respecter, particulièrement au lycée où on est hypnotisé par un examen à préparer, par une orientation aussi à préparer, alors qu'il se passe tellement de questions dans la tête d'un adolescent et que la question des émotions et la question des relations, c'est absolument pas périphérique ou accessoire, mais c'est essentiel. Et effectivement, un adolescent qui est dans beaucoup d'émotions pour une raison ou pour une autre peut ne pas être du tout disponible aux apprentissages. C'est pour ça que ne serait-ce que de demander comment ça va, il y a des enseignants qui commencent à mettre en place ce questionnement en début de cours. Voilà, comment allez-vous? La météo des émotions. Moi, j'invite aussi les enseignants à aller plus loin, c'est-à-dire à identifier les émotions. Qu'est-ce que je ressens un peu plus précisément? Parce que nous sommes un peu tous des analphabètes émotionnels, c'est-à-dire que on a du mal à mettre des mots sur nos ressentis. C'est très flou. Ouais, ça va, je stresse, je gère. Et en réalité, qu'est-ce que je ressens ça va, mais quoi? Et ça va pas, mais qu'est-ce qui va pas en réalité? Et c'est toute une enquête c'est une enquête en soi-même. Et nous sommes invités en tant qu'adultes à les aider à cela. Déjà à le pratiquer pour nous-mêmes, parce que il y a tout le monde des émotions aussi à découvrir qui est absolument passionnant. Et une émotion est un message de quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me va pas. Ça va aller chercher la question des besoins. De quoi ai-je besoin? Quel besoin fondamental est menacé ou est ignoré? Et à l'adolescence, il y a des besoins spécifiques qui sont très importants. C'est le besoin, par exemple, de contribuer. Donc, quand je ne laisse pas le choix à un adolescent, ça finit par le mettre en difficulté. S'il n'a pas la question du sens, effectivement, pourquoi je vais à ce cours de géométrie, de géographie, d'anglais, si je n'en vois pas la finalité? Le besoin d'être reconnu également. Parce que c'est une des choses qu'ils reprochent le plus, c'est le fait de n'être pas reconnu dans ce qu'ils vivent. Ils demandent pas à l'enseignant de résoudre leurs problèmes, ils demandent aux enseignants juste d'être reconnus dans leurs difficultés. Si ce sont des difficultés d'apprentissage, d'être accompagnés évidemment, mais ce sont là des besoins fondamentaux et la question du sens est cruciale. Si ça n'a pas de sens pour moi, alors ça tiendra qu'un temps. Nous-mêmes, hein, si on va au travail et que ça n'a plus de sens, au bout d'un moment, ça ne va pas nous convenir. Si je ne me sens pas aussi acceptée et reconnue dans le groupe, c'est pareil.
je ne peux pas être disponible à ce que je fais. Et je crois qu'il y a aussi tout un travail à faire. Il est amorcé maintenant au collège avec les questions d'harcèlement, mais j'ai moi-même en début d'année euh, eu des cours où je donnais mes consignes pour l'année, mes consignes par rapport à ma matière, sans m'assurer que les jeunes entre eux se connaissaient. Or, quand on arrive en seconde, on vient de différentes écoles, on peut être tout seul de son école dans une classe. Et puis, la question principale pour un adolescent à cet âge-là, c'est est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que dans cette classe-là, je vais avoir ma place? Et ça, c'est la question des besoins universels de tout être humain est à prendre en compte. C'est un petit peu comme si, par rapport au fonctionnement humain, on n'avait pas le manuel d'utilisation. Ouais, En tous les cas, oui, mais Vas-y, je en t'en tous prie, les pardon. cas, disons que les neurosciences sont un peu décriées en disant oui, mais on ne peut pas réduire un être humain à son cerveau, évidemment. Mais la connaissance de ce qui se passe dans le cerveau nous amène justement à être beaucoup plus humaniste et à prendre l'être humain dans sa globalité. C'est ça qui me plaît et c'est ça qui donne du sens aussi. Voilà. Ok, bah merci, ouais, merci pour tout ça. Quel, quel plaisir. En fait, je me dis, dans dans ce que tu me dis, c'est comme si tu décrivais le monde adulte désynchronisé du monde de l'adolescence. Et d'ailleurs, je me posais la question, est-ce qu'historiquement, l'adolescence a été un mot inventé récemment? Moi, je me dis que oui, mais je le sais pas. Mais j'imagine que tu as dû t'intéresser à ça. Est-ce que, en fait, finalement, c'est pas considéré comme quelque chose d'artificiel puisque il y a d'abord l'enfance, l'âge adulte, ensuite l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, ensuite l'adolescence, non pardon, l'enfance, la préadolescence, l'âge adulte derrière, je m'en mêle. Enfance, préadolescence, adolescence et adulte. Et donc du coup, on se dit, ils vont rajouter des trucs au milieu là, sans arrêt. Il y a peut-être des gens qui sentent ça comme une sorte d'arnaque ou quelque chose. Et là, ce que tu nous dis, c'est qu'au niveau neuroscientifique, il y a des choses qui font que ces périodes de développement en interne de notre façon de fonctionner, de notre construction corporelle et de sa maturation sont effectivement correspondent aux âges en gros qu'on a définis pour parler d'adolescence et de préadolescence. En tous les cas, effectivement, la partie visible, c'est la puberté. Donc, on voit bien que là, on passe à une autre étape de la vie, donc de facto l'adolescence. Après, l'adolescence s'est de plus en plus rallongée au fil du temps, notamment pour des questions sociétales. Avant, les jeunes rentraient beaucoup plus vite dans la vie active. Ce n'est qu'assez récemment que finalement les jeunes font des études longues, et ça prolonge l'adolescence. En fait, l'entrée dans l'âge adulte est d'un point de vue sociologique, eh bien, la capacité à être indépendant. En réalité, il y a effectivement la préadolescence avec la puberté, l'adolescence, et entre les deux, il y a être jeune adulte. Être jeune adulte, c'est commencer à avoir une certaine maturité. On voit bien que vers 17 ans, ils ont 17-18 ans, c'est plus facile pour eux de gérer leurs émotions. Ils ont aussi des capacités cognitives plus développées. Et on rentre vraiment dans l'âge d'or du cerveau, dans sa capacité à apprendre, parce que cette plasticité cérébrale permet un potentiel d'apprentissage énorme. Qui après est toujours possible, mais on apprend plus lentement et moins aisément. Et bon, plus on continue à apprendre dans sa vie et plus c'est facile d'apprendre. Mais l'adolescence et le stade de jeune adulte, c'est vraiment l'âge propice pour acquérir tout plein de connaissances, mais aussi ses compétences relationnelles, émotionnelles et exécutives. Voilà. Donc effectivement, l'adolescence s'est prolongée pour différentes raisons. On apprend tout au long de la vie et on apprend toute sa vie, ça c'est sûr. Et de toute façon, à l'adolescence, on apprend
énormément. On est capable d'apprendre énormément. Donc il n'y a pas de limite, je dirais, à donner, mais en revanche, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est davantage de compétences utiles pour sa vie d'adulte, qui sont pour moi laissées trop de côté. Et d'ailleurs, justement, les, les systèmes, notamment scandinaves, les prennent beaucoup plus en compte que nous. Voilà. Euh, Par exemple, débattre, euh, développer l'esprit critique. Là, on y vient parce que, on va dire, à notre époque, on n'a jamais été autant informé et désinformé. Donc, c'est une nécessité dans le monde d'aujourd'hui de développer un esprit critique qui va aussi avec l'acquisition de connaissances. Étudier sans réfléchir est vain, mais réfléchir sans comprendre est dangereux. Hmm. Donc en réalité, voilà, c'est beaucoup d'enjeux aujourd'hui, mais c'est vrai que on pourrait aussi parler de tous les changements de notre monde actuel qui font que un adolescent aujourd'hui est beaucoup plus se pose beaucoup plus de questions et certainement est beaucoup plus bousculé. Ce sont les adolescents et les jeunes adultes qui ont le plus souffert des confinements sanitaire et de tout ce qui s'est passé, et avec, on va dire, l'escalade de menaces de toutes parts dans notre monde, ce sont eux qui en souffrent le plus. Parce que c'est l'âge des questions, c'est l'âge du sens, c'est l'âge de qui je suis, quelle est ma place dans le monde. Voilà. Donc c'est devenu incontournable. Je me posais la question, alors c'est un peu large, mais je pense que tu as des éléments qui seront intéressants à nous fournir. C'est, d'après ce que tu as compris, comment mieux préserver la liberté d'un adolescent tout en le sécurisant? Effectivement, un adolescent a besoin d'être cadré, a besoin de limites. On a besoin aussi de l'aider à, parce que on a parlé des forces du cerveau adolescent, mais cette extraordinaire plasticité amène aussi un adolescent à être vulnérable. D'abord, il n'y a pas un adolescent, il y a des adolescents, il n'y a pas qu'une adolescence. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, ce qui se vit dans le milieu familial aussi, mais la personnalité, enfin il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que tout adolescent est vulnérable parce que on a parlé de l'intensité des émotions, parce qu'on a parlé de la façon dont le cerveau est affecté. On peut comparer un petit peu le cerveau à de la glaise, et qu'en fait, tant qu'il est en construction, il est comme de l'argile qu'on façonne. Mais ce qui veut dire que toute expérience va le façonner durablement. Hein. Et donc, il y a aussi le fait que c'est un âge où on ne mesure pas les risques, et notamment en présence des autres. Euh, on sait que, par exemple, les jeunes savent en théorie ce qu'il convient de faire ou pas, mais en présence des autres, ce qui compte, c'est pas le risque. Ils vont le laisser de côté, ils vont le sous-estimer, ils vont l'ignorer. Ce qui compte, c'est comment j'appartiens à ce groupe. Est-ce que je suis acceptée dans ce groupe? Et si c'est pour faire quelque chose quitte à faire quelque chose de dangereux, de stupide, qui met en péril lui-même ou les autres. Et c'est là où on doit les accompagner. Et en réalité, comment leur laisser cette liberté? C'est par une qualité de dialogue. C'est-à-dire à la fois l'accueil de ceux qui sont, l'accueil de leurs émotions, une empathie, je comprends, et c'est pas toujours simple, hein, parce que un adolescent dans ses sautes d'humeur et ses façons de parler n'est pas toujours agréable, mais l'adolescent le subit plus qu'il ne le souhaite. Hein. Mais comment moi, en tant qu'adulte, j'accompagne et j'accueille? Tu es en colère, ok, je vois que tu es en colère. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, une des grandes choses que j'ai apprises, peut-être plus en tant que maman, c'est de questionner plutôt qu'interpréter. Votre enfant arrive le matin, il est fatigué, plutôt que de dire bon, ok, t'as pas dormi, t'étais sur tes écrans.
Non. L'adolescent va pas du tout apprécier qu'on mette une étiquette ou qu'on interprète pour lui. Demander qu'est-ce qui se passe, c'est une question vraiment fondamentale et en or. Vraiment, s'il y a une chose à retenir pour justement lui permettre à la fois de le responsabiliser et puis à la fois de le considérer dans tout ce qu'il est. Et c'est souvent, comme on parlait de tout à l'heure de ce qui bouillonne dans leur tête, on est parfois au milieu de ce qui se passe pour eux. Ouais, ouais. Surtout, alors un peu moins en milieu familial, mais à l'école, ils ont, on va dire, ils vont pas montrer forcément ce qu'ils vivent. Et si on ne leur demande pas, et on ne peut pas savoir comment quelqu'un se sent, sauf à lui le demander. Et déjà, parfois, la personne elle-même ne le sait pas, mais euh, peut au moins élaborer une réponse vague. Et nous, on peut l'aider par un questionnement à préciser. Donc, ce qui est fondamental, c'est à la fois, voilà, de cadrer parce que nous sommes, les adultes, nous sommes ceux qui vont jouer le rôle du cortex préfrontal et leur expliquer, on peut leur expliquer ça, et à la fois par cette qualité de dialogue, en leur demandant leur avis, en leur demandant ce qui se passe pour eux, et en leur demandant aussi quelles solutions eux ils ont ou comment ils vont s'y prendre ou quelles solutions ils voient à cela. Eh bien, c'est cette qualité de questionnement qui va développer chez eux à la fois la confiance en eux, à la fois l'estime d'eux-mêmes, et, euh, et ça, c'est fondamental. Hmm. Ouais, ouais, c'est super parce que j'ai l'impression, bah, j'aimerais bien pouvoir tout dire là de ce qui me traverse, mais je peux pas. Donc, je vais plutôt aller dans le sens de, j'ai l'impression que ce que tu décris déjà, c'est très juste. C'est la resynchronisation de ce que j'évoquais tout à l'heure. À mon sens, tu vois, si je remets ça dans ma machine, ça donne ça. C'est se resynchroniser et puis être chacun dans son âge, dans son rôle, mais la communication entre ces deux âges et ces deux rôles et ces deux êtres aussi que sont un adulte et un adolescent qui échangent, la communication peut être la clé pour que chacun puisse être lui-même sans être pris pour quelqu'un d'autre et sans présager de ce qu'est l'autre d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire que on dit que l'adolescence est une crise. Je préfère parler de transition entre de l'enfance à l'âge adulte, de préparation à l'âge adulte, parce que crise c'est un petit peu péjoratif, alors que c'est un âge superbe. Mais effectivement, ça va aller titiller moi parent, moi l'adulte, dans mon propre questionnement. Je suis remis en cause parce qu'en fait, on a appris à être parent d'un petit enfant, on a appris à être parent d'un enfant, et on a toujours un peu un train de retard. Ah tiens, tu sais faire ça toi maintenant. Et finalement, quand on arrive à l'adolescence, on est beaucoup plus bousculé parce que, on va dire, on était un petit peu aux commandes, ou on était en contrôle un peu de ce qui se passait, et puis l'enfance est beaucoup plus stable. Euh, et arrive l'adolescence qui submerge tout le monde. Et ça peut même aller résonner sur la crise de la cinquantaine, la crise de milieu de vie, comme disent les Anglais, midlife crisis. Euh, et ça va nous titiller sur les mêmes questionnements. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Et notre façon de communiquer aussi, puisque tu parles de communication, doit évoluer en même temps. Mais c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que on fait, finalement, les adolescents ne nous laissent pas le choix d'évoluer. Et pour ma part, j'ai dû aller chercher de nouveaux outils. Et en même temps, on se coéduque. Toi, adolescent, tu es en difficulté pour une raison ou pour une autre. Moi, adulte, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais qu'est-ce que ça va m'apprendre sur la vie, sur le fonctionnement de l'être humain, sur plein de questions existentielles en réalité. Et je trouve que c'est un chemin qui peut être vraiment passionnant. Et ce qui m'amène à parler de la qualité de la connexion en réalité, parce qu'il y a les mots qu'on pose, mais nos cerveaux se connectent
Hein, nous sommes vibratoirement aussi en lien, et la qualité de la connexion, ça passe par le regard, ça passe par le sourire, ça passe par le ton de ma voix, ça passe par mes silences, et ça passe par mes gestes aussi. Donc ça passe aussi par ma capacité à rester dans l'amour quand en face j'ai de la colère, quand en face j'ai un refus de communiquer. Et voilà. Donc on est tous amenés à devenir de meilleures personnes. Ouais, c'est très touchant ce que tu nous partages là, parce qu'en fait, c'était une question que j'avais tout à l'heure, mais que j'ai oublié parce qu'il y en a 10 000 qui me traversent là. Mais c'était cette question-là, c'est toi, en t'intéressant à ça et en voulant mieux communiquer avec les adolescents dont tu t'occupais en tant que professeur et les adolescents dont tu es la mère, eh bien, j'ai l'impression que tu as appris plein de choses sur toi, en fait, au passage, et que donc, du coup, tu t'es découverte en cherchant à communiquer. Et c'est ça, c'est là où il y a une vraie relation. C'est quand les deux parties travaillent, les deux côtés s'altèrent d'une certaine façon. Donc c'est l'altérité, et c'est en ça que c'est magnifique. C'est ça, et on s'apprend mutuellement, et surtout les jeunes, parce que il y a le mauvais côté d'Internet, mais il y a le très bon côté d'Internet. Il y a beaucoup de chaînes YouTube super intéressantes. Par exemple, c'est qu'est-ce que je fais de tous ces outils à ma disposition, et les jeunes s'intéressent à une multitude de choses, et ça donne lieu à un questionnement et des conversations passionnantes aussi. Mm. Ouais, exactement. Bah justement, si je ramène ça un petit peu sur le sujet habituel ou les sujets habituels qui occupent cette chaîne, c'est intéressant parce qu'il y a une personne donc qui s'appelle Fabrice Michaud que j'ai reçu sur cette chaîne et qui faisait l'observation que pour les personnes qu'on dit HPI, surdouées et tout ce qui s'ensuit, il n'y avait pas spécialement de crise d'adolescence. Et dans ce que tu nous livres aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, le décalage et la non-appartenance au groupe, qui elle-même est soulignée par Carlos Tinoco, qu'on a reçu aussi également ici, euh, ça fait qu'en fait l'adolescence elle est presque déjà vécue au départ parce qu'il n'y a pas d'appartenance au groupe dans un premier temps que constitue la famille autour de l'enfant. Et donc à l'adolescence il n'y a pas cette recherche d'appartenance au groupe, elle n'est pas incarnée de la même façon, j'ai l'impression, parce qu'on appelle les surdoués, etc., etc. Donc c'est intéressant parce que ça apporte aussi peut-être un complément d'information. Alors on le fait jouer ou pas, hein, parce que là je veux pas te faire dire ce que tu veux pas dire. C'est moi qui prends la responsabilité de ce que je suis en train d'avancer. C'est parce qu'il y a des briques qui se touchent et ça fait des étincelles. Et moi j'aime bien quand ça fait ça. Donc du coup je le fais partager quand ça se passe pour moi. Et je trouve ça intéressant dans une certaine mesure parce que ça expliquerait le fait que comme l'appartenance au groupe est pas un objectif vivant et atteignable, il y a d'autres choses qui se passent à ce moment-là parce que les enjeux d'appartenance au groupe sont déjà faits, sont déjà traités d'une certaine manière, même si ça peut être de façon complètement bancale, mais c'est déjà sclérosé d'une certaine façon, j'ai l'impression. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, j'avais envie d'aborder ça. J'ai du mal avec les étiquettes, quelles qu'elles soient, se définir comme HPI ou HPE ou 10 ou je suis avant tout un être humain en devenir lorsque je suis un adolescent, et chacun a sa façon de vivre son adolescence. Il y a des caractéristiques communes, c'est évident puisqu'elles sont inscrites biologiquement. Hein, dans les changements programmés à l'adolescence sont programmés voilà par le programme génétique qui fait que notre cerveau arrive à maturité à une certaine époque, et que c'est un âge où on fait aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure par rapport à la fatigue, mais il y a un tri énorme qui se fait au niveau des connexions, au niveau des neurones. En fait, le cerveau est assez binaire dans ce tri-là. C'est soit tu sers, soit je t'élimine. Soit tu es renforcé, ou soit tu es affaibli et tu finis par disparaître. Et ce tri qui se fait pendant la petite enfance recommence à l'adolescence. Et donc, c'est pas tout à fait en lien avec ce que tu disais, mais ça, c'est pour évoquer encore d'autres changements à l'adolescence qui se passent au niveau neurologique. Maintenant, dans
tout, on va dire, ce qui est important, c'est de se connaître. Dans un diagnostic, quel qu'il soit, c'est comment je fonctionne. Parce que, quel que soit le résultat, que ce soit je suis hyperactif, je ne suis pas que ça déjà. Voilà, Bien j'ai sûr. été diagnostiquée comme voilà, et il y a 1000 façons de le vivre. Donc, et ce qui est important pour moi, c'est comment je fonctionne et de quoi j'ai besoin. Je suis pas spécialiste du HPI, mais j'ai eu différents cas, des jeunes qui assumaient leurs différences, leurs questionnements, leur passion pour des sujets qui ne passionnaient pas les autres, et qui s'en trouvaient bien et qui effectivement cherchaient pas forcément la connexion aux autres. Et donc le travail de groupe devient un petit peu compliqué parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt ou ils ne voient pas comment ils peuvent s'insérer dans ce travail de groupe de façon pertinente, ou ça va trop lentement. Ou à l'inverse, ce besoin d'être reconnu dans sa différence et d'être connecté malgré sa différence. Alors d'aller chercher évidemment des gens qui vous ressemblent, mais euh, c'est plutôt aller chercher des questions fondamentales de quel est mon lien aux autres, quel est mon lien au monde, qui je suis, comment je veux prendre ma place dans ce monde. Hmm. Oui, oui, je te rejoins, je te rejoins. Là, le but du jeu, c'est pas d'enfermer les gens dans des étiquettes, c'est de dire une fois que ces étiquettes sont posées, bah justement, peut-être ont-ils la tentation ou n'ont-ils pas les ressources nécessaires pour ne pas rester coincés à l'intérieur. Et donc, c'est tout l'objet de cette chaîne, c'est d'essayer de regrouper par les étiquettes et d'élargir et de dire la carte et le territoire, c'est pas la même chose. Si on prend les deux choses comme étant la même information, à ce moment-là, on s'enferme dans la case comme si c'était nous et on n'en sort jamais. Oui, Dans surtout ce que tu évoques, à un âge où rien n'est figé, à un âge où rien n'est figé, dans les capacités que je vais développer, effectivement, on a tous un potentiel, quel qu'il soit. ouais. Certains ne sont pas reconnus dans le système scolaire, ce qui fait souffrir un certain nombre de jeunes, mais ce sont de réels potentiels. C'est pour ça, pourquoi mettre en exergue un potentiel plutôt qu'un autre? C'est aussi renforcer cette idée que si c'est disons que si j'ai des aptitudes scolaires, eh bien tant mieux pour moi et tant pis pour ceux qui en ont pas. C'est que chacun puisse trouver. Je trouve que c'est la violence de notre système scolaire qui laisse penser que si on n'a pas d'aptitude scolaire ou si c'est moins facile, enfin si c'est moins facile pour nous scolairement, eh bien on n'est pas intelligent. J'ai eu ça à la fin d'un atelier sur la théorie des intelligences multiples, que certains considèrent comme un neuromythe, mais moi je considère que ça élargit la notion le concept d'intelligence, et en ça c'est très intéressant. Et une élève qui me met sur un petit mot, aujourd'hui j'ai appris que j'étais intelligente. À 15 ans, on lui laisse entendre que oui, tu es intelligente. Vous vous rendez compte que pendant 15 ans, cette gamine s'est crue stupide, peut-être parce que ses intelligences, enfin c'est son potentiel à elle est kinesthésique ou musical, visio-spatial. Donc voilà. Ça donne envie d'embrayer là-dessus sur les différentes intelligences et justement je suis partisan de ça moi aussi, c'est-à-dire que quand on parle de neuromythes ou j'ai l'impression qu'on peut s'appuyer sur n'importe quelle information pour peu qu'elle nous provoque un déclic, peu importe en fait finalement si c'est solide ou pas, si l'histoire que ça raconte suffit à toucher le cœur de quelqu'un pour que ce cœur s'ouvre plutôt que soit en train de se fermer. Y a quelque chose de très beau là-dedans que j'ai pas le droit moi de contredire. Et d'une certaine façon, je me disais l'adolescence telle que tu me l'as fait goûter. Donc c'est mes perceptions et c'est ma sensibilité qui rentre en jeu à ce moment-là. Mais pour moi, c'est comme si c'était le moment de la du double conflit mimétique, puisqu'il s'agit au même moment de devoir se singulariser et d'appartenir au groupe. Et donc de se sacrifier pour appartenir au groupe et de sacrifier le groupe pour se singulariser. Et donc il y a une il y a une espèce de double dynamique à l'intérieur d'un corps là, qui doit être d'une violence absolument fulgurante si on le voit sous ce prisme-là. Je sais pas si tu es d'accord, si tu me rejoins là-dessus. Et effectivement, il y a les deux. Je dirais que l'appartenance au groupe
s'impose. Et c'est pour ça que tous les phénomènes de harcèlement, disons le fait de se sentir rejeté et d'une violence, on sait que le sentiment d'isolement est une douleur comparable, active les mêmes zones que la douleur physique. Donc effectivement, si l'appartenance n'est pas, j'ai du mal moi-même aussi à me trouver. Parce que je me trouve aussi, je me construis dans le regard de l'autre aussi.